Aimables téléspectateurs, merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Star. Comme vous le savez, cette émission traite l'actualité socio-politique. Je reçois sur ce plateau pour vous Monsieur Abdoul Gadiri Diallo. Il est le président de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et des citoyens, OGDH en abrégé. Avec lui, on s'intéresse bien sûr à la situation des droits de l'homme en Guinée. Bienvenue à toutes et à tous. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Comment se porte l'OGDH en Guinée? L'OGDH, jusqu'à date, reste encore debout dans le cadre de sa mission de promotion, de protection et de défense des droits de l'homme en général et des droits des citoyens guinéens en particulier. Alors, la Guinée traverse une situation exceptionnelle, une période exceptionnelle de sa vie avec les manifestations du Front National pour la défense de la Constitution de l'FNDC. Depuis un certain moment, le pays est confronté à une crise sociopolitique. En tant que premier responsable de l'OGDH, quelle lecture faites-vous des droits de l'homme en Guinée? Si nous tenons compte du cadre juridique de protection légale des droits de l'homme en Guinée, la Guinée dispose de textes extrêmement intéressants dans le cadre du respect des droits de l'homme. Oui. Que ce soit au niveau onusien, que ce soit au niveau africain, que ce soit au niveau national, les instruments juridiques ratifiés ou adoptés par la Guinée sont extrêmement importants et garantissent la protection des droits des citoyens. Oui. Tout le problème qui se pose en Guinée, et ça, on le traverse depuis notre indépendance. Depuis 1958. Depuis 1958, c'est le respect de nos engagements face aux obligations qu'on s'impose. Lorsque nous ratifions un instrument juridique international ou africain, notre premier devoir, c'est d'abord de l'internaliser, d'adapter notre droit national aux instruments qu'on a ratifiés. La deuxième chose, c'est le respect de ces textes. Vous vous rendrez compte d'une chose, c'est que toute la force d'un pouvoir repose sur le respect de la loi. Oui. Aussi longtemps que le citoyen lambda ou le préposé de l'État respecte scrupuleusement les principes codifiés et qui doivent régir notre vie, Oui. il n'y a pas de problème. C'est lorsqu'une partie de ces citoyens se croient au-dessus de la loi et que les autres citoyens observent et constatent qu'il y a effectivement une catégorie sociale qui ne se soumet pas au droit, c'est là où l'anarchie commence. Oui. Et qu'est-ce qui se passe en République de Guinée? C'est que dans la majorité des cas, dès à présent que vous êtes un agent de l'État ou un agent de la force publique, vous avez l'impression que vous n'êtes plus soumis au droit. Vous êtes permis de tout faire, oui, pourvu que vous obéissiez ou que vous preniez des initiatives qui agréent votre supérieur hiérarchique. Or, c'est quoi un état de droit? Un état de droit est un état où l'État lui-même est soumis au droit, où l'État est justiciable au même titre que le citoyen. Et malheureusement, depuis que la Guinée est indépendante, nous traversons une série de violations de l'ensemble des textes auxquels nous avons adhéré, oui, en considérant que les gens ont l'obligation de l'appliquer et de la respecter, cette loi-là, et que les autres peuvent s'en passer. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est entré même dans le système de gouvernance guinéen, dans la mesure où, aussi longtemps que les agents de sécurité, que les forces de défense, ou alors que les cadres de l'administration publique font preuve de zèle pour satisfaire aux caprices de ceux qui conduisent le pays, ils sont affranchis de toute poursuite judiciaire. Oui. Je vous donne des exemples. oui, Premièrement, lorsqu'un agent de la force publique commet une infraction ou un délit, cet agent est censé répondre de ses actes par le simple fait que la responsabilité pénale est individuelle, elle n'est pas collective. Et dans tous les cas, lorsqu'en tant que citoyen,
même si vous êtes nanti d'un certain pouvoir, aussi longtemps que vous ne respectez pas la loi, la rigueur de la loi doit s'appliquer à vous. Même chose lorsqu'un citoyen commet une infraction ou un délit, il doit s'attendre à ce que la rigueur de la loi lui soit appliquée. Et malheureusement, nous assistons à une application de la loi à deux niveaux. C'est-à-dire que c'est à géométrie variable. Oui. On sévit sur les uns et on ferme les yeux sur ce que font les autres ne sont pas inquiétés. Alors, à votre avis, aujourd'hui, vous l'avez mentionné à l'entame de cette émission, la Guinée dispose de très beaux textes, mais malheureusement, la mise en œuvre de ce texte fait défaut. À votre avis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut concrètement pour le respect strict des lois de la République en Guinée? Lors de la transition de 2010, moi j'ai été personnellement associé à l'étude sur la réforme du secteur de la sécurité avec le général Cissé. Oui. Et beaucoup d'autres comme moi avaient contribué à la réflexion sur la réforme du secteur de la sécurité. Quel a été le constat qu'on avait relevé à l'époque? C'est que le secteur de la sécurité en Guinée souffrait d'incohérences et de dysfonctionnement. Et à ce titre, il a été recommandé à l'État guinéen de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que nous ayons des forces de défense et de sécurité républicaines. Et ce qui était intéressant, c'est que le président actuel n'était ni de près ni de loin mêlé à tout ce qu'il y a eu comme démêlé pendant l'accession de l'armée. À l'époque, Alpha Condé était opposant. Il était opposant. Oui. Donc, on avait la chance d'avoir un président qui jouissait d'une virginité qui lui permettait de conduire le processus avec beaucoup de dextérité. Oui. Aujourd'hui, moi, le jour où on adoptait ce document de stratégie lié un peu à la réforme du secteur de la sécurité, je caressais le rêve de venir en Guinée pour qu'en 2010 ou en 2015, le citoyen guinéen se mette à l'abri de la peur et qu'il ne soit pas inquiété du fait des dérapages des forces de défense et de sécurité. Oui. Malheureusement, entre 2010 et aujourd'hui, je ne peux pas dénombrer avec exactitude le nombre de dérapages que les gens se rejettent quand les gens disent que c'est les forces de défense et de sécurité qui ont commis ces actes. L'État est prêt à dire que ce sont les manifestants qui organisent. Qui disposent les armes, l'argument passé par... Malheureusement, quel est le devoir d'un État en pareil cas? C'est de mettre en place une commission d'enquête impartiale, de situer les responsabilités et de faire appliquer la loi. Mais jamais il n'a été question d'une commission d'enquête pour savoir qui a fait quoi et faire appliquer la loi. Mais pourtant, le plus souvent, on parle des enquêtes ouvertes, mais jamais refermées, puisque quand il y a des cas, quand il y a des bavures, des violations des droits de l'homme, on nous fait croire que des enquêtes ont été ouvertes, mais jamais refermées. Il n'y a pas de résultat sur le terrain. Est-ce que du côté de l'OJDH, vous cherchez à bouger pour avoir une idée sur le niveau d'avancement de ces enquêtes, le plus souvent annoncées, mais jamais de résultat sur le terrain? Vous savez, j'aime à dire souvent que quand nos États disent affaire à suivre, il faut ajouter en filigrane affaire à suivre classée. Ah bon? Dans la mesure où toutes les affaires à suivre que les États ont initiées au niveau de que l'État a initiées au niveau de la Guinée ici n'ont jamais été suivies de résultats. Cependant, nous estimons que c'est l'État qui doit garantir les conditions de pouvoir prendre ses responsabilités et de pouvoir situer les responsabilités. Très important. Et cela ne nous empêche pas, nous autres, d'enquêter et de documenter tous les cas de violation des droits de l'homme et de savoir plus ou moins dans quelles circonstances ça s'est passé. On l'a fait en 2007, lorsqu'il y a eu la situation de quasi-insurrection face à l'immixtion de l'exécutif dans les affaires du judiciaire au temps du général Lansana Conté. Lansana Conté, bien sûr. On l'a fait lors des mutineries récurrentes qu'il y a eu. On l'a fait pendant les violences électorales qu'on a connues en 2010. À l'entre-deux tours, on l'a fait lorsqu'il y a eu les massacres du 28 septembre. Ce n'est pas maintenant qu'on va baisser les bras. On va continuer à documenter dans la mesure où notre travail
se résume à la fois à la promotion, à la protection, mais aussi à la défense des droits de l'homme. Oui, mais aujourd'hui, si vous continuez à documenter, il n'y a pas de résultat sur le terrain. Est-ce que vous pouvez parler de la mise en œuvre ou de l'applicabilité des droits de l'homme en République de Guinée? Vous savez, lorsqu'on faisait les enquêtes sur les massacres du 28 septembre 2009, Oui. on était dans la logique qu'on va documenter, que l'histoire retiendra qu'il y a eu de tels événements à telle période. Oui. On ne pouvait pas s'attendre qu'au même moment, on aurait eu besoin de cette documentation pour essayer d'engager une procédure contre les présumés responsables de ces crimes. Et lorsqu'il y a eu la Commission internationale d'enquête des Nations Unies, nous avons contribué à leur apporter beaucoup d'informations liées un peu aux événements. Et quand le gouvernement a décidé de mettre en place le pool des juges d'instruction pour connaître du dossier, nous sommes constitués partie civile. Et on a accompagné plus de 450 victimes auprès de ces juges d'instruction pour connaître de tout ce qu'ils ont souffert. Donc, au moment où on faisait cette documentation, on ne pouvait pas imaginer que l'on aurait eu l'opportunité d'utiliser cette documentation pour essayer d'accompagner des victimes. C'est ce qui fait que nous, notre travail, c'est de faire la documentation, mais aussi prendre tous les renseignements concernant les cas avérés. Et lorsqu'il est question de les porter devant les juridictions nationales, on les soumet aux juridictions nationales. À défaut d'un résultat au niveau des juridictions nationales, on a d'autres recours. C'est le cas notamment des mécanismes africains, notamment la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Oui. C'est le cas notamment des organes de traité au niveau des Nations Unies. C'est le cas de la Cour de justice de la CEDEAO. Mais c'est aussi le cas lorsque ça s'avère important et que ça relève de ses compétences. Oui. C'est aussi le cas de la Cour pénale internationale. Et à ce niveau, nous faisons le travail. Mais ce qui nous aurait rendu plus fiers, c'est de voir l'État guinéen prendre ses responsabilités des deux mains et essayer de situer la responsabilité de chacun en vue de corriger la situation. Très important. Aussi longtemps que nos juridictions nationales ne jouent pas leur rôle, aussi longtemps que l'État guinéen ne se fait pas l'honneur de dire « je règle mes problèmes au niveau national », nous serons toujours dans des situations comme celles que nous vivons aujourd'hui. Oui. C'est un sentiment d'orgueil national. Il faut qu'on ait l'orgueil de dire les affaires qui se passent en Guinée, nos juridictions nationales doivent pouvoir les régler. Et le pouvoir judiciaire doit se mettre en tête qu'il a une obligation vis-à-vis du citoyen. C'est de dire le droit, quel que soit l'auteur de l'infraction ou du délit commis. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que vous faites la promotion, la protection et la défense des droits de l'homme en Guinée. Mais est-ce que vous avez l'initiative, par exemple, de rencontrer les autorités actuelles afin de leur faire cas concernant la violation des droits de l'homme en Guinée? Si oui, quelle a été la réaction? Alors, jusqu'à date, ce que nous avons toujours fait, c'est de publier des déclarations et d'appeler chacune des parties concernées à prendre ses responsabilités. Cet appel, nous estimons que nous le prenons de manière tout à fait impartiale. Ça peut paraître partisan pour ceux qui sont interpellés. Oui. Mais nous, en notre âme et conscience, nous savons que tout ce que nous faisons procède de notre volonté d'amener chacune des parties à comprendre quel doit être son rôle régalien en tant qu'État et quel doit être son rôle en tant qu'acteur, soit de la société civile, soit du paysage politique. Et ça, nous avons régulièrement publié des déclarations. Et nous avons toujours fait en sorte que ces déclarations parviennent à qui de droit. Et il y a aussi les plaidoyers que nous menons, parce que nous n'avons pas les moyens que de faire un plaidoyer auprès de qui de droit. Et cela se passe souvent dans la plus grande discrétion, et nous estimons que c'est lorsqu'on n'a pas pu atteindre l'objectif visé que nous essayons de faire des prises de position publiques. Okay. Je vous donne un exemple. Allez-y. Monsieur le Président de la République, lorsqu'il a été nouvellement investi, en 2010, il s'était soucié du fait qu'il n'y avait pas une institution nationale des droits de l'homme. En Guinée. En Guinée. Et du coup, il a pris un décret, créé une commission nationale des droits de l'homme, et un décret désignant le président de la commission nationale des droits de l'homme. Or, il était en violation de la Constitution au moment où il prenait ce acte-là. Nous l'avons constaté. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous lui avons fait
une lettre dans laquelle on lui a dit que le décret qu'il a pris pose 3 problèmes. Un problème lié à la Constitution, un problème lié à la superposition des institutions, Oui. et un problème lié à la hiérarchie des normes. Parce que dans le décret, il est dit qu'une commission nationale des droits de l'homme est créée. Dans une autre disposition du même décret, on dit qu'une loi organique va venir définir les conditions de mise en place, de fonctionnement et de composition. Alors nous avons estimé qu'au nom du principe de la hiérarchie des normes, un décret ne commande pas à une loi. C'est l'inverse. Oui, c'est la loi qui commande. C'est la loi qui est adoptée par les représentants du peuple et qui est promulguée par le président de la République. Très important, oui. Première observation qu'on a eu à lui faire. La deuxième observation, on lui dit que dans une des dispositions transitoires de la Constitution, il est dit que la Cour constitutionnelle, l'Institution nationale indépendante des droits de l'homme, la Haute autorité de la communication et toute autre institution prévue dans la Constitution ne pouvait se mettre en place que lorsque l'Assemblée nationale aura été mise en place. Donc, il n'y a pas de raison qu'il se précipite de mettre en place une institution nationale des droits de l'homme, alors que la disposition transitoire lui donne le droit d'attendre que l'Assemblée nationale soit mise en place. La troisième observation qu'on a eu à lui faire dans cette lettre, c'est de lui dire, écoutez, déjà, nous sommes sensibles à votre souci de doter la Guinée d'une institution nationale à titre transitoire. Oui. Et comme, à votre arrivée, il y avait déjà un observatoire national de la démocratie et des droits de l'homme qui avait été créé par arrêté du Premier ministre, tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est de confirmer cet observatoire national par un décret et vous avez la discrétion de nommer qui vous voulez au poste de président de cette institution nationale. Et pour toutes ces raisons, on lui a dit qu'il serait judicieux de sa part de rapporter ce décret qui viole les textes fondamentaux. Ok. Ça n'a pas été répondu comme on l'avait pensé. Est-ce que le courrier est arrivé à destination? On sait que ça, ça lui est arrivé, parce qu'à l'époque encore, il était très ouvert. Oui. Par contre, maintenant, là où la situation continue à se dissoudre. Maintenant, là, je crois qu'il n'est plus accessible par tout le monde, du fait qu'il y a déjà une espèce de tour d'ivoire qui l'entoure, du fait que les profiteurs font en sorte qu'il ne peut pas écouter ceux qui peuvent lui donner une voix discordante à celle qu'ils veulent qu'il entende. Très important. Alors, nous allons marquer une courte pause. On revient sur ce plateau pour continuer les débats avec vous, chers téléspectateurs. Dans un instant, la pause. La vision Star 21 TV ambitionne d'être le reflet des sociétés guinéennes et africaines. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité. Il s'agit de M. Abdou Gadiri Diallo. Il est le président de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et des citoyens. Alors, M. Diallo, vous venez de suivre ce reportage. Quelle est votre réaction là-dessus? C'est très regrettable. Regrettable dans la mesure où une seule vie humaine qu'on note est déjà une perte pour la nation guinéenne, surtout quand c'est des jeunes qu'on assassine. C'est regrettable dans la mesure où nous nous targuons d'être un état de droit. Et dans un état de droit, dès à présent qu'il y a mort d'homme, l'État prend ses responsabilités et engage une procédure pour savoir qui a fait quoi et il fait appliquer la loi. Ce que nous regrettons aujourd'hui, c'est qu'on a atteint le stade de la banalisation de la mort. Et la banalisation de la mort n'arrange personne. Je vais vous raconter une anecdote qui m'avait amené à ne pas du tout respecter la présidence de M. Moussa Traoré. C'est à l'époque où il avait été renversé par un coup le d'État. général Amadou Toumani Touré. Oui. La seule fois où j'ai soufflé un ouf de soulagement, c'est ce jour-là, lorsqu'on m'a dit que M. Moussa Traoré a été renvoyé à ses études. Pour quelle raison? La presse annonce, lors de la situation d'insurrection, qu'il y a eu 200 morts. Le président Moussa Traoré
répondant à cette même presse, dit que RFI exagère, qu'il n'y a eu que 20 morts. Je me suis posé la question de savoir si 20 morts ne constituent pas déjà un seuil inacceptable pour M. Moussa Traoré. Oui. Comment, lui qui n'a qu'une seule âme, il peut banaliser la mort de 20 personnes? Dommage. On convient que ce n'est pas 200, mais au moins qu'ils nous disent qu'il n'y a pas eu de morts mais des blessés seulement. Mais qu'ils disent que non, vous exagérez, vous parlez de 200 morts, alors qu'il n'y a eu que 20 morts. 20 morts déjà, c'est trop. Et là, je me suis dit que ça ne va plus avec M. Moussa Traoré, qu'il a pété les plombs. Et lorsque le général Amadou Toumani Touré a pris le pouvoir pour essayer de cadrer tout ça là, je me suis dit, voilà un défenseur des droits de l'homme qui, dans son fort intérieur, se dit que ce monsieur avait besoin d'être arrêté. Donc, c'est vous dire que dès qu'une seule personne perd la vie, l'État doit pouvoir s'en émouvoir. Oui, mais aujourd'hui, Monsieur le Président, vous avez suivi la réaction de quelques responsables du Front National pour la défense de la Constitution. Et les dernières manifestations, vous avez également suivi l'actualité à l'intérieur du pays, notamment en Guinée, où on parle des cas de mort, des édifices publics détruits. Quel regard portez-vous justement de cette situation? Moi, je pense que tout ça se résume en deux choses. L'État doit s'affirmer. L'État doit exprimer sa présence. On est dans une situation de non-État. Je m'explique. Lorsque des édifices publics sont détruits, oui, il est important que l'État prenne ses responsabilités et essaie de voir qui a fait quoi. Lorsqu'il y a des morts d'hommes, il est important que l'État prenne ses responsabilités pour savoir qui a fait quoi. Mais l'un dans l'autre, on laisse faire. On laisse faire et l'anarchie s'installe. Moi, je crois qu'aussi longtemps que la machine judiciaire ne fait pas son travail de manière tout à fait impartiale, en disant le droit, aussi longtemps que l'État ne prend pas ses responsabilités pour essayer de traiter tous les cas sur le même pied d'égalité, il y aura toujours des problèmes au niveau de nos régions administratives et au niveau de notre pays. oui. Je donne un exemple. Il a été annoncé que des personnes mal intentionnées sont allées mettre le feu à des voitures au quartier appelé La Casse. Oui, au niveau de Kénien. Le Kenya, ce qui est répréhensible, ce qui est condamnable. Et du coup, des ministres guinéens se sont sentis obligés de courir aux cheveux des personnes qui ont été victimes de ces incendies. Quelque chose que je salue avec beaucoup de respect. Parce que pour une fois, ils se sont souciés de ce qui s'est passé Au niveau de la casse, puisqu'on a vu quand même la présence de certains membres du gouvernement et puis haut cadre du représentant arc-en-ciel. Moi, j'ai salué ça. Oui. Mais au même moment, je me suis posé la question de savoir où étaient ces messieurs quand il y a eu plus de 30 morts. Aucun membre du gouvernement n'a effectué le déplacement pour Aucun présenter les membre du condoléances. gouvernement n'a effectué le déplacement. Oui. Où étaient ces messieurs quand l'ambulancier a été assassiné dans Du la côté de la voiture ville. de service? Oui. Un comportement qui est assimilable à un crime contre l'humanité. Dans la mesure où les conventions de Genève protègent les édifices servant d'école, les œuvres d'art, les hôpitaux et l'ensemble de tous les lieux de culte. Comment des gens peuvent assassiner un ambulancier qui est censé travailler dans le cadre de l'humanitaire en tant qu'agent au service de la santé, Oui. qu'on l'assassine et que ça ne fasse l'objet d'aucune enquête, que ça n'émeuve personne. Que l'on aille jusqu'à jeter du lacrymogène à des endroits qui sont considérés comme étant des endroits sacrés. Le cimetière de Bambeto où devait avoir les inhumations. Oui, on a suivi avec le cortège funèbre qui a été attaqué. Tout ceci n'a ému personne. Oui. Et n'a pas fait l'objet de la réaction de l'État. Je dis encore une fois que j'ai beaucoup apprécié leur promptitude pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé à la casse. Mais pourquoi c'est à la casse seulement qu'ils le font? Ils ne le font pas chez tous les autres. Ça, c'est une maladresse qui est reprochable à un État qui est respectueux des droits de l'homme. Monsieur le Président, aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de l'impact de la réforme
du secteur de sécurité, puisque quand même des milliards de nos francs ont été investis dans le domaine. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas de résultat sur le terrain. Malheureusement, il n'y en a pas. Je le dis pourquoi? Parce qu'à un certain moment, on s'était félicité de constater que l'armée n'entrait pas dans le maintien de l'ordre. Oui. Mais ça a été brisé avec la décision personnelle du gouverneur de l'Abbé, Oui. qui n'a aucune prérogative et aucun droit de sortir l'armée sur le terrain pour le maintien d'ordre. Cette prérogative n'est réservée qu'au président de la République. Et sous réserve aussi de soumettre la mesure à l'Assemblée nationale qui doit trancher. Comment un gouverneur de région peut se permettre de sortir l'armée pour le maintien d'ordre en violant les principes qui correspondent aux recommandations de la réforme du secteur de la sécurité? Que le président de la République se taise là-dessus, qu'on essaye de marcher sur un certain nombre de prérogatives qui lui sont réservées, qu'il ne réagisse pas et qu'il laisse faire. Et que le même gouverneur bombe le torse pour dire c'est moi qui ai ordonné que l'armée sorte, ne sachant pas qu'il est en train de se condamner lui-même. Oui. Ça, c'est un comportement qui est répréhensible et qui est poursuivable devant les juridictions. Parce qu'il n'a pas ce droit. Oui. Et malheureusement, c'est passé comme une lettre à la poste. Alors, vu la situation politique que traverse notre pays, vous avez suivi la dernière sortie des leaders religieux, d'abord chrétiens, et en plus, l'ensemble des leaders religieux, puisqu'on a suivi la réaction d'Elhadj Mamadou Salif Diallo, Camara, je l'ai dit, Elhadj Mamadou Salif Camara de la grande mosquée Faïssa de Conakry, l'archevêque Monseigneur Vincent Koulibaly, qui invite justement le chef de l'État à reporter les élections législatives. En tant que responsable de l'OJDH, comment appréciez-vous cette sortie des leaders religieux en Guinée? Est-ce que ce n'est pas un peu tard? Je crois que rien n'est tard. Aussi longtemps qu'on peut tenter d'éteindre le feu, il faut y aller. Vous savez, quand vous prenez un peu la RDC, les leaders religieux ont beaucoup joué, ont joué un important rôle pour essayer de ramener le président Kabila à l'ordre. Surtout l'Église catholique, on a vu l'implication active de l'Église catholique. Oui. L'Église catholique. Oui. Alors, lorsque les leaders religieux guinéens aussi finissent par se réveiller et demander à rencontrer le président de la République pour lui dire ce qu'ils pensent, c'est une très bonne chose. Et si cela pouvait se multiplier, j'ai apprécié avec beaucoup de bonheur le fait que le clergé aussi... Justement, le week-end dernier, le clergé a été le premier à donner le ton, puisque c'était, je crois, à l'occasion de la 34e session de l'Assemblée générale du clergé de Guinée, Exactement. Où la déclaration a été rendue publique, invitant le chef de l'État au respect de la Constitution. Exactement. Et à l'alternance démocratique en Guinée. C'est ce qu'on attend des leaders d'opinion comme les leaders religieux. Je vais vous raconter l'histoire du Burundi où j'ai travaillé pendant plus de 3 ans et demi. Voici un pays où c'est l'ostracisme systématique sur toute voix discordante. C'est-à-dire que vous n'avez même pas le droit de vous exprimer. Les partis d'opposition sont muselés. La société civile a été complètement laminée. Oui. Mais les leaders catholiques ont gardé leur position et ils sont restés droits dans leurs bottes pour toujours rappeler le gouvernement de Pierre Nkurunziza. Et ça porte fruit cette fois-ci, justement. Et aujourd'hui, il compte céder le pouvoir. Il a déjà. Et aujourd'hui, agréable surprise, c'est le Pierre Nkurunziza qui était hermétique à toute rencontre et à tout conseil, qui accepte de passer le pouvoir à son dauphin. À son dauphin. C'est une leçon. C'est Kagame qui dit qu'il ne va plus se représenter. Une leçon. C'est Youssoufou qui dit qu'il ne va plus se représenter. Une leçon. Oui. Il faut qu'on comprenne que l'un des éléments essentiels de la démocratie, c'est aussi l'alternance. L'alternance, bien sûr. Et surtout, Alpha Condé, après 40 ans de combat politique sur le terrain. Mais le problème qu'on a, il faut se le dire, prenez tous nos partis politiques. Lui aussi, il est resté 40 ans leader d'un parti dans le combat politique. C'est parce qu'il n'a pas instauré le principe de l'alternance. L'alternance, très important pour ce rappel, oui. Donc, il est habitué à être le tout-puissant chef de son parti. Il passe de son parti à l'État guinéen et il estime que ce qu'il a imprimé à son parti, il peut l'imprimer aussi à l'État guinéen. Quid d'un autre leader qui va arriver plus tard et qui
va s'entourer des mêmes hommes du système. Rappelez-vous bien, quand Conté en 2001 a procédé à la modification constitutionnelle pour faire sauter le verrou de la limitation du nombre de mandats, le verrou de l'âge et autres, observez bien ceux qui tournent autour d'Alpha Condé aujourd'hui. C'est eux qui étaient les chantres de cette modification constitutionnelle. Mais vous ne pensez pas que Alpha Condé soit, puisque la plupart des observateurs pensent déjà que ce sont les anciens des Conté qui ont pris Alpha Condé en otage. Non, il n'est pas pris en otage, il a voulu s'entourer d'eux. Moi, je ne le reproche pas de... Mais ce n'est pas un manque d'expérience administrative. Alpha Condé, on sait qu'il n'a pas occupé un poste. Il a été constant dans l'opposition. Il n'a jamais voulu servir. Et est-ce qu'il s'est passé qu'il joue aujourd'hui sur sa gestion? Moi, vous savez, je ne suis pas de celui qui pense que les fautes commises par tel sont de la responsabilité de l'entourage. Parce que c'est le chef qui choisit son entourage. Okay. Alors, nous allons marquer une courte pause. On revient sur ce plateau pour continuer les débats avec notre invité. La pause, c'est dans un instant. La vision Star 21 TV ambitionne d'être le reflet des sociétés guinéennes et africaines. L'émotion est vive ce vendredi dans la famille de Fatoumata Binta Diallo, froidement assassinée par balle au quartier Hamdallaï dans la commune de Ratoma. Son père, visiblement affecté par la mort de sa fille, s'efforce de retracer les circonstances de ce tir tragique. On a 14h et quelques au Art. Bon, il n'y a pas de problème. C'est à 14h qu'elle est revenue à la maison. Elle m'a dit que tout est calme à Dar es Salaam. Après, elle a ôté sa tenue avant de prendre son repas. Peu après, elle est sortie pour acheter de l'eau glacée. À son retour, elle a reçu une balle dans sa poitrine avant de s'écrouler. Entre-temps, nous l'avons évacuée à l'hôpital, mais elle était déjà morte. Tandis que la famille recevait visite de compassion, les agents de force de l'ordre se sont introduits dans la famille. Du gaz lacrymogène et des actes de pillage, le cocktail est suffisant pour décrire cette journée de terreur, à en croire la famille de la défunte. Soit c'est temps aussi qu'il y avait l'armée qui a vu les cohabitants venir nous saluer ici de condoléances. Ils ont venu aussi nous s'attaquer ici avec des femmes. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de garçons ici. Il y avait 3 garçons ici. On était 3 garçons qui étaient à la maison. Ils ont venu s'attaquer aussi les femmes. On les a fait rentrer dans la maison. On a fermé les portes. Il y avait 3 portes dans la maison. On les a tout fermées. Maintenant, lorsqu'ils ont vu qu'on est tous rentrés dans la maison, ils ont venu pour casser aussi la maison. Au quartier Wanindara, un autre jeune a été mortellement atteint d'une balle. Son nom, Mamadou Lamarana Diallo, célibataire âgé d'une vingtaine d'années et résident depuis 4 ans en Espagne. Il était en séjour à Conakry il y a 4 mois. Le matin, il m'a dit qu'il va partir chez son grand frère, en attendant 14 heures pour nous aider à la préparation du baptême. On s'est entendu sur ça, je l'ai laissé là-bas. Quand les échauffourées ont commencé, ils sont rentrés à la maison. Vers 15h, 16h, ils m'ont appelé pour me dire qu'on a tiré sur lui. Les tueries par balle à Hamdallaï lors des manifestations, cette famille en a été souvent témoin. Elle est désemparée. À chaque fois qu'il y a grève, les enfants sont tués ici. Qu'ils arrêtent maintenant de tuer nos enfants. Âgée de 18 ans et élève en 12e année, Fatoumata Binta Diallo était également orpheline de mère. Elle a rejoint sa dernière demeure ce vendredi. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité. Il s'agit de M. Abdoul Gadiri Diallo. Il est le président de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH en abrégé. Alors, Monsieur le Président, vous avez suivi ce autre reportage qui fait vraiment mal. Quelle est votre réaction là-dessus concernant encore la violation des droits de l'homme, surtout la réaction ou l'agissement des services de sécurité pendant les manifestations? Voilà, ce que j'ai relevé ici et qui s'ajoute à la constante que nous avons toujours eu à mentionner, c'est le fait que cette fois encore, les familles endeuillées étaient en train de faire leur deuil et recevaient comme tradition chez nous des personnes
qui compatissent à leur douleur. Que les forces de défense, que les forces de l'ordre viennent encore là pour essayer de perturber cette quiétude qui devait prévaloir en vue de permettre aux familles de se consoler, ça aussi c'est un comportement qui correspond à ce que peut faire une armée d'occupation. Et je pense qu'il y a encore un problème d'éducation civique au niveau même de nos forces de défense et de sécurité. Et si la formation ne fait pas défaut? Moi je crois qu'on a utilisé des gens qui n'ont aucune culture de la communauté nationale guinéenne, Oui. des gens qui n'ont aucune éducation civique, qui n'ont aucune formation qui leur permette de comprendre Dans le cadre surtout du maintien d'ordre. que même pendant la guerre, il y a des limites. Je ne comprends pas que des fils de ce pays, qui sont soit musulmans, chrétiens ou qui ont une autre croyance, puissent profaner une tombe, puissent profaner un cadavre, ou alors puissent empêcher des familles éplorées de faire leur deuil. Dommage. Moi, je crois qu'on n'a pas affaire à des Guinéens. Ou même si c'est à des Guinéens qu'on a affaire, ils sont d'une autre catégorie. Je ne vois pas comment on peut savoir qu'une fille a été assassinée. Même si ce n'est pas de votre faute, vous devez compatir à la douleur. On ne peut pas savoir qu'une fille a été assassinée, une écolière, Oui. qui était en 12e année, qui venait juste De quitter l'école? de quitter l'école, Oui. vous l'abattez. Si c'est vous, c'est dommage. Mais si ce n'est pas vous, vous devez être sensible. Mais le comportement adopté par les forces de sécurité nous amène à nous poser la question de savoir si ce ne sont pas eux qui sont responsables de ce meurtre. Sinon, je ne vois pas pourquoi il faut encore aller vers les gens-là et les empêcher de porter le deuil. Pourtant, le tribunal militaire, effectivement, avait été annoncé, créé, mais on a l'impression que ces hommes en uniforme ne sont pas inquiétés par rapport Mais je vais vous donner une histoire. Je vais vous donner des exemples. Oui. Observez très bien. Depuis un certain temps, chaque fois qu'il y a une manifestation et qu'il y a mort d'homme, ça se fait au cours de la journée. Le même soir, ce sont les autorités guinéennes qui bondissent ou alors les services de sécurité qui bondissent pour disculper les forces de défense et de sécurité. Quel temps les gens là ont eu pour mener des enquêtes et savoir que c'est venu de tel mais pas de tel autre. Oui. Normalement, si c'était vraiment un État qui avait le souci de respecter les droits des citoyens, le travail ne consiste pas à se disculper et à accuser l'autre. L'État ne doit pas se disculper, l'État ne doit pas s'accuser. L'État est au-dessus de la mêlée. L'État cherche à savoir qui a fait quoi, qu'il soit citoyen ou agent de sécurité, pour faire dire le droit. Mais l'État ne vient pas sur le petit écran ou alors à la radio Oui. pour essayer de justifier que non, que ce ne sont pas les forces de défense, que les forces... Et le président de la République lui-même dit que non, les forces de sécurité sont innocentes. Oui. Est-ce que ce n'est pas une caution morale qu'on donne aux forces de sécurité pour tuer si elles veulent tuer? Le directeur national des services de police ou le ministre de la Sécurité ou d'autres personnalités se lèvent et vont sur le petit écran. Elles déclarent ce qu'elles ont à déclarer. Si au moins on nous disait que suite à telle enquête ou alors à telle observation qu'on a eu à faire ça, on le déclare publiquement comme ça. Et a priori, on donne carte blanche aux forces de défense et de sécurité de tuer parce qu'il y a quelqu'un, ils ont un rempart qui leur permet d'absoudre le crime qu'ils ont commis. Oui. Alors, autre situation qui préoccupe, c'est l'interpellation de façon inopinée de certains citoyens à Conakry. Vous avez récemment suivi celle de Bella et celle des syndicalistes, ces interpellations qui font peur aujourd'hui à certains citoyens. Quelle lecture faites-vous là-dessus? D'abord, dans un état de droit, on ne prend pas quelqu'un pour l'envoyer en prison sans avoir suivi une procédure. Sauf s'il y a un cas de flagrant délit qui est constaté. Mais qu'est-ce que nous constatons généralement chez nous? C'est qu'on vient, on enlève quelqu'un, c'est une forme de kidnapping, et la plupart du temps, même les personnes qui viennent faire ces arrestations ont des cagoules. Bien sûr, et en pleine journée, ils ne sont pas inquiétés. Ça nous rappelle un peu François Duvalier et son père, au temps où la dictature haïtienne s'est instaurée avec les papadocs, pardon, les tontons macoutes. Oui. Est-ce que l'État guinéen veut être comparé à Haïti?
est-ce que c'est vraiment à l'honneur de l'État guinéen et à l'honneur de la Guinée de savoir qu'il y a des agents en cagoule qui viennent ramasser des personnes dans leur domicile et des fois à des heures indues pour aller les déposer dans un service public d'État? C'est à la DPJ, c'est à la maison d'arrêt, c'est un peu partout. Est-ce que vraiment ça fait l'honneur de la Guinée? Est-ce que ça fait un crédit au pouvoir actuel? C'est-à-dire, dans tout ce qu'on est en train de faire, il y a certes des actes qu'on doit poser pour essayer de calmer la situation. Mais il y a aussi des actes qu'on ne doit pas poser du fait que ça décrédibilise votre engagement pour le respect des droits de l'homme. Mais aussi et surtout, ça vous amène à être comparé à des tristement célèbres personnes qu'on n'aimerait pas citer dans le microcosme politique actuel. Je vais vous donner deux exemples qui nous font mal. Ce qui s'est passé au stade du 28 septembre en 2009, il est arrivé des moments où déjà on comparait cela au comportement de Pinochet en 68 au Chili, où des citoyens ont été regroupés dans un stade et assassinés. Est-ce que la Guinée aimerait être citée en exemple comparativement à ce qu'il y a eu au Chili en 68? Ça ne nous honore pas. Quand des gens se mettent en cagoule, alors qu'ils sont dans une mission qui est censée être une mission régulière, si elle est régulière, pourquoi il faut porter des cagoules pour aller arrêter des gens et les mettre dans des maisons d'arrêt? Ça nous amène à nous poser la question de savoir si on n'est pas en train d'utiliser les pratiques du temps de Duvalier en Haïti avec ses tontons Macoute aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est à l'honneur de la Guinée? Ça ne fait pas plaisir de savoir que dans ton pays, on fait de tels comportements et qu'on te compare à des tristement célèbres États qui ont existé à un moment donné, comme ceux que j'ai cités. Concernant rapidement le dossier du stade du 28 septembre, vous l'avez mentionné, est-ce qu'aujourd'hui les enquêtes évoluent de ce côté? Disons que le dossier a été clôturé, et ça c'est une très grande avancée qu'on peut apprécier. Non seulement le dossier a été clôturé, mais des personnes ont été inculpées. Tout le problème qu'on a aujourd'hui, c'est l'organisation du procès. Et malheureusement, cela aussi n'honore pas la Guinée. De savoir qu'on a pris sur nous de refuser que d'autres traitent un dossier qui s'est passé en Guinée, ce qui est en l'honneur de la Guinée, en refusant que la Cour pénale internationale prenne le dossier en main. On a dit que ce sont nos juridictions qui vont essayer de juger cette affaire. Le dossier, oui. Et 10 ans après, on est encore à la phase de tergiversation. C'est-à-dire que l'option qu'on avait eu à prendre au départ, qui est une option honorable, est en train d'être mise en doute aujourd'hui du fait qu'il y a des errements que les gens ne comprennent pas, il y a des menaces obligatoires que les gens ne comprennent pas. Nous saluons la décision du ministre de la Justice qui a dit par rapport à la tenue du procès. Que le procès se tiendra en juin 2020. Espérons qu'en juin 2020, on soit là pour parler du procès du 28 septembre. Mais avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui, quid de la situation en juin 2020? Nous sommes en janvier. Juin, c'est dans 5 mois. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Ça rassure. Alors, de façon résumée aujourd'hui, quel message avez-vous à lancer à l'endroit des autorités guinéennes rapidement? On est déjà pris par le temps par rapport à la violation des droits de l'homme en République de Guinée. Comme je l'ai toujours dit, le gouvernement guinéen doit sortir de sa position partisane. Le président de la République n'est pas un chef de clan. Il est le président de tous les Guinéens. En conséquence, lorsqu'il doit prendre un acte, il le prend au nom de l'État guinéen. Et l'État guinéen, c'est à la fois toutes les institutions, ce sont les citoyens, et c'est l'ensemble de la population guinéenne qui doit se reconnaître dans l'État guinéen. Donc, le président de la République doit s'assumer et savoir qu'il est le président de tous les Guinéens, qui n'amène pas certains Guinéens à se poser la question de savoir si c'est vraiment leur président. Sinon, c'est un parjure. Deuxièmement, les forces de défense et de sécurité n'ont qu'à comprendre que la responsabilité pénale est individuelle. Nul n'est tenu d'appliquer un ordre manifestement illégal. On ne peut plus invoquer le fait qu'on a reçu l'ordre d'un supérieur hiérarchique
pour commettre des crimes, que ce soit des crimes de torture, que ce soit des assassinats ciblés ou autres, chacun répondra de ses actes. Et nous ne souhaitons pas que l'État et que la Guinée reste dans un cadre d'État de non-droit. Lorsque l'État de droit s'installera, tout ceci pourrait les rattraper. Donc il faut faire très attention et qu'ils réfléchissent par 2 fois. Et rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Monsieur le Président, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Aimables téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission avec comme invité Monsieur Abdoul Gadiri Diallo. Il est le président de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et des citoyens OGDH en abrégé. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes en compagnie bien sûr de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. À bientôt.